Bienvenue à toutes et tous dans cette courte vidéo qui sera un peu théorique, mais dans laquelle je vais essayer de vous expliquer le concept qui m'a décidé à m'intéresser à l'autonomie, à l'autosuffisance. Euh, donc ça me semble important de pouvoir l'expliciter pour pouvoir par la suite vous montrer des vidéos plus pratiques qui vont cadrer bien entendu et qui vont donner sens aux expériences que je mène. Alors, il y a principalement, en ce qui me concerne, trois éléments qui m'incitent à développer ce projet. Ben, c'est de pouvoir être capable de faire face à une rupture dans la normalité, c'est de pouvoir avoir un mode de vie qui correspond à ce qu'on espère et lui donner le plus de sens possible. Et c'est finalement acquérir et développer des savoirs de base dont on n'a toujours pas bénéficié pendant l'enseignement. Alors, je vais aborder maintenant le premier élément qui est la rupture dans la normalité. Vous avez peut-être déjà entendu certains termes d'effondrement ou de collapsologie. Et en fait, donc le but de mon exposé n'est pas d'être pessimiste, mais c'est de constater qu'on vit dans un grand niveau de confort et d'insouciance par rapport à d'autres populations, hein, nous qui sommes situés en tout cas dans les pays européens. Et on ne se pose pas trop de questions sur le niveau de confort dont on bénéficie. C'est quelque chose qui est considéré comme étant un acquis. Mais la question se pose, c'est de voir si maintenant il devait y avoir un revirement de situation, comment est-ce qu'on pourrait gérer la situation et sommes-nous prêts, avons-nous un niveau de prévention suffisant que pour pouvoir y faire face si jamais un problème de telle sorte se présentait. Alors sur cette diapositive, j'ai repris quelques exemples très concrets de niveau de confort. Donc l'électricité, le simple fait d'actionner l'interrupteur nous permet d'avoir de l'électricité à tout moment, d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau en quantité, quasiment illimitée, de même que pour l'électricité, de nous approvisionner, même si le prix augmente au niveau des carburants fossiles, de façon relativement aisée, ce qui nous permet quand même de bénéficier d'un niveau d'énergie élevé. Euh, de trouver dans les grandes surfaces des aliments frais de qualité en permanence, même si le concept de garnissage des rayons est celui du just-in-time, donc de la livraison en temps réel, donc de savoir en gros que les grandes surfaces sont approvisionnées pour un maximum 5 jours en matière de besoins alimentaires. Donc ça veut dire que s'il y avait un problème d'approvisionnement, au-delà des 5 jours dans les grandes villes, bien, les rayons seraient complètement vides. Alors le fait de vivre dans ce niveau de confort vraiment très luxueux et que je ne remets pas en cause, hein, donc mon intention n'est pas de le diminuer, mais c'est simplement de relever le fait qu'on est exposé à des problématiques lorsque ce niveau de confort est altéré. Alors ça peut se faire simplement par des conditions météorologiques, des chutes de neige importantes, une tempête, une inondation ou autre. Mais ça peut également se faire en termes de disponibilité, justement, des matières premières que nous consommons, des carburants que nous utilisons énormément, de l'eau, de l'électricité. Sans parler encore de la problématique de la gestion des déchets, donc on ne se préoccupe pas de ce qu'advient notre eau lorsque nous l'avons utilisée et souillée, aussi bien au niveau des toilettes que pour les eaux grises. On ne se préoccupe pas trop de ce qu'advient ou comment est produite notre électricité. Et même chose pour les produits fossiles, les carburants fossiles dont nous mettons 50 litres toutes les semaines dans notre véhicule. Ben, on ne se pose pas trop la question de savoir où s'est transformé finalement ce carburant qui a disparu une semaine après l'avoir mis dans le véhicule. Alors, pour en venir un peu plus au niveau de la rupture de la normalité, donc c'est pour ça que j'utilise cette terminologie parce que je pense qu'elle est très parlante. Donc, c'est de pouvoir dire, ben voilà, à un moment donné, ce qu'on considérait comme normal ne l'est plus. Le niveau de confort qui était, je vais dire, la norme ne l'est plus non plus. Et comment pouvons-nous y faire face? Alors, vous voyez que ça fiche, je ne vais pas les lire, je vous laisse les lire vous-même. Vous voyez qu'il y a toute une série d'événements possibles. Et si vous écoutez le journal télévisé, vous vous rendez compte que si vous-même vous ne les subissez pas, ben, il y a au moins des centaines, voire des milliers de personnes, si pas des millions de personnes sur la planète qui y sont confrontées. Alors, pensez-vous réellement que ce soit improbable que ça nous arrive à nous, Européens? Et à vous de voir, donc si vous estimez que c'est tout à fait improbable, ben, je comprends que vous ne preniez aucune mesure, quoique ça ne me semble pas la meilleure des choses, mais enfin chacun fait comme il l'entend.
Si jamais l'un ou l'autre ou une conjugaison de ces différents événements devait se produire, est-ce que vous êtes prêt à y faire face un minimum ou est-ce que vous faites une confiance totale à nos élus politiques et à l'État pour gérer ces situations? Voilà, donc ce n'est qu'une question, à vous de voir à votre niveau si ça vous parle ou pas. Mon but n'est pas d'être négatif ou négatif ou pessimiste et d'activer les drapeaux de la peur, certainement pas, c'est simplement de pouvoir prendre conscience. Alors, à ce stade, vous posez peut-être des questions sur la véracité ou sur la probabilité de ces faits. Donc, je ne vais pas amener dans cette courte vidéo des éléments scientifiques, mais je vais vous renvoyer vers deux ouvrages que vous pouvez trouver maintenant au format de livre de poche, donc tout à fait accessible, soit en librairie, soit dans votre bibliothèque. C'est des ouvrages que je vous recommande chaudement, ils sont faciles à lire et ce sont des ouvrages scientifiques donc qui font référence à toute une série de preuves scientifiques. Donc c'est le premier Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens et le second Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité d'Aurélia Barraud. Une des questions qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir s'il est nécessaire de vivre en autonomie ou en autosuffisance que pour pouvoir être suffisamment prévoyant ou prêt que pour affronter les événements que j'ai relatés et qui seraient susceptibles de provoquer une rupture dans la normalité. Mais ça, vous ferez votre propre idée là-dessus. Je pense qu'il est possible de le faire dans un mode de vie normal en étant un minimum prévoyant. Néanmoins, ça reste un des axes parce que j'estime que c'est quand même plus facile à le faire quand on a un contrôle maximal sur notamment la gestion de son énergie, la gestion de son alimentation et la gestion de son budget. Alors, je vais entamer maintenant le deuxième volet qui constitue pour moi le mode de vie idéal. Alors, chacun évidemment a son idéal, chacun va pouvoir trouver ses aspirations propres. Le but n'est pas d'imposer les miennes, mais de vous expliquer un peu ma réflexion. Alors, si je reprends classiquement la répartition du temps du temps de vie sur une journée classique, bien, on peut la distinguer en trois grandes parties, à peu près de 8 heures chacune. C'est la partie dédiée au sommeil, la partie dédiée au travail et la partie dédiée à son activité personnelle, donc son activité à soi. Alors, on se rend compte relativement rapidement que par rapport à ces trois activités, ben, il y en a certaines qui vont se faire un petit peu raboter et on considère souvent que ce sont les activités personnelles, les activités propres qui vont l'être par différents types d'obligations. Ben, le fait simplement de se rendre sur le lieu de travail, le fait de conduire les enfants à leurs différentes activités, le fait d'aller faire les courses pour assurer son alimentation et toute une série d'autres choses. Donc c'est principalement sur la sphère personnelle que l'on va empiéter. Alors, on se rend compte également que les gens qui s'intéressent au développement personnel essayent d'avoir un mode de vie idéal. Et donc, je voudrais faire le parallèle ici avec un ouvrage qui est un best-seller international, Miracle Morning, qui a pour objectif de vous offrir un supplément de vie. Alors, bon, en gros, c'est constater que la vie actuelle mérite un supplément, puisqu'elle n'est pas valable d'après l'auteur. Et je ne critique pas, j'ai moi-même aussi appliqué ces théories en pratique pendant plusieurs semaines. Mais en fait, en quoi est-ce que ça consiste quand on prend un peu de recul? C'est simplement de pouvoir assurer une série de 6 routines qui vont s'exercer juste avant d'aller au travail et qu'on va pouvoir appliquer parce qu'on se lève plus tôt. Donc on va rien changer à son mode de vie, si ce n'est qu'on va un petit peu rogner sur la partie du sommeil, que pour pouvoir se préparer avant d'aller au travail et faire une série d'activités qui vont nous épanouir, qui vont nous rendre plus heureux. Alors c'est une bonne démarche que je ne critique pas. Maintenant, mon intention, c'est de voir est-ce qu'il n'est pas possible de s'organiser tout à fait autrement, en étant autonome et donc en essayant d'avoir la partie boulot, la partie travail qui soit réduite au strict nécessaire que pour pouvoir assurer ses finalités et qui rentre finalement dans le sens de la vie. Donc de faire des choses qui ont réellement un sens. Bon, là je vous laisse également réfléchir sur cet aspect des choses. Et je vais embrayer plutôt sur maintenant, on a vu l'aspect de la journée, mais je vais prendre plutôt l'aspect de la vie. Sur la base d'une ligne du temps pour un Européen classique, qu'est-ce qui se passe? Juste après la naissance,
quelques semaines, je vais dire, passées par le nourrisson auprès de ses parents, bien le jeune enfant sera placé en crèche puisque les parents sont contraints de travailler pour assurer leur mode de vie. Cet enfant, au fur et à mesure de son évolution, va suivre des études qui seront plus ou moins longues. Et donc là, c'est le même principe qu'avec le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, hein, 3 x 8, mais à part remplacer le boulot par les études. Et donc, suivant l'intérêt des enfants et leurs capacités, ben, ils vont pouvoir faire des études plus ou moins longues pour enchaîner, euh, s'ils en trouvent un, sur l'aspect professionnel et pouvoir choisir leur carrière, leur travail, qui va occuper, comme vous le voyez sur le graphique, la majorité de leur vie. Et chacun de ces citoyens a pour ambition, ben, effectivement, d'arriver à la retraite, l'acquis, comme on dit. Donc, on attend impatiemment le week-end en général, euh, et on attend encore plus impatiemment la période de retraite. Alors, cette période de retraite, ben, elle a tendance à être reculée avec un allongement du temps de travail pour différentes raisons et principalement des problèmes de financement de cette retraite. Après la retraite, ben, viendra lorsque l'intéressé n'aura plus les capacités que pour pouvoir s'assumer seul, ben, le placement en maison de repos, puisque ses enfants n'auront pas la possibilité de s'en occuper, eux-mêmes engagés dans la charge de travail qui sera la leur pour assurer eux-mêmes leur retraite. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on vise pendant toute cette carrière, pendant toute cette période? Ben, c'est finalement un petit créneau dans lequel on va être réellement libre, pour autant que l'on soit en forme physique suffisante qui permette d'en jouir et d'en profiter pleinement. Donc ma question et en tout cas ma démarche, c'est de voir est-ce qu'il n'est pas possible de se créer sa vie idéale avant d'attendre la période de la retraite et ainsi de pouvoir en profiter plus longtemps. Donc c'est ce que je suis occupé à mettre en œuvre. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais en tout cas ça fait une partie intégrante de ma réflexion, une partie importante, je vais dire, de la réflexion sur la vie en autonomie et en autosuffisance. Ce qui m'amène ensuite au troisième axe que je considère important pour cette vie en autosuffisance, c'est que malgré les schémas que je vous ai montrés et le temps passé dans la partie instruction ou éducation, il y a toute une série de savoirs de base que l'on n'a pas développés, qui n'ont pas été intégrés dans les cursus scolaires, principalement tout ce qui touche à l'aspect de la vie courante de façon paradoxale, donc comment cuisiner, comment s'alimenter sainement, rebondir sur l'expérience des anciens, comment éduquer ses propres enfants, comment assurer une vie conjugale épanouie, comment réaliser certains travaux manuels d'entretien ou des réparations plutôt que d'acheter en continu, comment pouvoir efficacement gérer son budget personnel, comment porter les premiers secours à d'autres personnes, etc., etc. Je vous laisse découvrir la liste de ces items. L'idée est de se dire, est-ce qu'on ne sait pas également assurer plus d'autonomie individuelle si on avait des savoirs qui sont des savoirs de base, qui nous permettent finalement de pouvoir nous en sortir sans nous reposer sur la société de consommation dans laquelle nous vivons. Voilà, donc ici ces trois axes, c'était principalement pour vous expliquer un peu mon état d'esprit et ce qui m'a décidé à me lancer dans un projet d'autonomie. Vous pouvez avoir d'autres visions, bien entendu. Si vous le souhaitez, vous pouvez les exprimer en commentaire en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, ben, je vous demande, si vous le voulez bien, de pouvoir l'évaluer, de pouvoir placer des commentaires, de vous abonner. Et vous verrez également qu'il y a des liens qui sont mentionnés dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez les suivre pour avoir de l'information complémentaire. Voilà, donc je vous souhaite déjà une belle journée et je vous remercie pour votre écoute.